L'inspecteur des impôts campe sur sa position et demande à l'Assemblée nationale de s'excuser. Récupération de données personnelles des Sénégalais sur Facebook par le gouvernement. Le directeur général de l'ADIE dément. Cheikh Bahoum soutient que la structure appartient à des privés. Les journalistes licenciés de Nouvel Horizon en ordre de bataille, ils réclament justice à leur ex-patron qu'ils traitent de hors-la-loi et d'agresseurs. Ces professionnels des médias entendent durcir le ton. Voilà pour les titres, le développement c'est dans quelques secondes. La nouvelle est tombée la nuit dernière. Le blocus de la Transgambienne a été levé. Les frontières sont à nouveau ouvertes à compter de ce mardi 8. Les transporteurs du Sénégal ont levé le mot d'ordre. Selon le chargé des revendications du syndicat national des routiers du Sénégal, cette décision est prise sur ordre des autorités. Quand on avait des difficultés, nous sommes partis discuter avec le gouvernement. Ils ont réfléchi sur nos revendications. Après que les deux pays ont trouvé un consensus, le gouvernement nous a appelés pour nous dire qu'ils ont trouvé un accord. Nous ne pouvons que lever le mot d'ordre. Tous les 5 postes qui se trouvent en Gambie ont été rouverts. Toutefois, tout porte à croire que les transporteurs ne sont pas en accord puisque Gora Khoumba et compagnie n'adhèrent pas à cette décision. Selon eux, ce n'est pas au gouvernement de décider puisqu'il n'est pas à l'origine de cette grève. L'Union des routiers du Sénégal n'a reçu aucune convocation pour une éventuelle négociation, soit de la part du gouvernement de la Gambie ou celui du Sénégal. Moi, je ne peux pas comprendre, faire un boycott presque 3 mois ou 4 mois, un bon jour on se dit que maintenant il y a un accord et on va reprendre la traversée. Nous ne sommes pas du tout d'accord. Peut-être les syndicats ou les syndicats qui sont d'accord, ils vont nous dire les points par lesquels ils ont eu accord avec le gouvernement de la Gambie ou du Sénégal. Moi, je n'ai pas été consulté. Je maintiens ma position en tant que responsable de l'Union des routiers du Sénégal pour que le boycott continue. Même si tous les camions passent maintenant à la Gambie, ça va pas me donner raison pour que je dise qu'ils vont passer. Je ne donne pas l'ordre à aucun véhicule appelé à mon syndicat de faire le passage. Des paroles que déplore le chargé des revendications du syndicat national des routiers du Sénégal. Pour lui, la décision de réouvrir la frontière ne concerne en rien les transporteurs. Il passe son temps à parler dans les médias. Nous sommes sur le terrain et c'est nous qui avions débuté ce blocus. Si nous décidons de lever le mot d'ordre, nous ne passons pas par lui. S'il ne veut pas laisser tomber, il n'a qu'à nous trouver sur le terrain, notamment au niveau de la frontière. La décision de bouder le passage en territoire gambien pour rejoindre la Casamance a été prise lorsque Banjul a décidé unilatéralement d'augmenter le prix de la traversée des gros porteurs, faisant passer le tarif de 4 000 francs à 400 000 francs. L'Assemblée nationale paie bel et bien ses impôts. Affirmation du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, dément ainsi les accusations de Ousmane Sonko sur le non-reversement des impôts prélevés sur le salaire des députés et non reversés au Trésor. Zator Mbaye se réjouit de cette réplique apportée par le président de l'institution. Le député progressiste estime que la sortie de l'inspecteur des impôts et domaines et par ailleurs leader de PASTEF revêt une connotation purement politicienne. Selon lui, l'assiette fiscale de l'Assemblée nationale est loin des 2,7 milliards avancés par Ousmane Sonko. Côte d'Indiaï nous en dit un peu plus. La révélation de l'inspecteur des impôts et domaines Ousmane Sonko sur le non-paiement des impôts par les députés défraie encore la chronique. Un communiqué de l'Assemblée nationale démentit les allégations du leader de PASTEF. Ce député s'en félicite et parle de manœuvres politiciennes. On est très content de ce communiqué qui vient pour rétablir toute la vérité en ce qui concerne cette question lancinante des impôts. Que l'inspecteur, ou le soi-disant, je devrais dire inspecteur, a voulu quand même mettre sur la place publique, qui quelque part s'est vêtu ou s'est revêtu de son manteau d'homme politique ou de politicien tout court, en distillant de fausses informations et de vraies fausses informations, parce que annoncer 2,7 milliards de dettes, en tout cas dues par l'Assemblée nationale au titre des impôts, le jour dédié à une campagne de sensibilisation des Sénégalais sur le paiement de leurs impôts est quand même inacceptable. Sur le temps mis pour apporter la réponse à Ousmane Sonko, le député progressiste tente d'expliquer. L'Assemblée nationale est une institution très sérieuse qui ne peut pas se permettre d'avoir comme interlocuteur cet inspecteur des impôts justement. L'Assemblée nationale a un calendrier qu'il suit, il a un programme, un fonctionnement justement qui n'a rien à voir avec ses élucubrations. Maintenant, ça c'est dans le cours normal des événements que l'Assemblée sort un communiqué pour rétablir quand même
Autre précision du parlementaire, les députés ne perçoivent pas de salaire, mais des indemnités. Le fait de dire que les députés ne payent pas leurs impôts est une hérésie. Et comme j'ai eu à vous le montrer, vous savez, nous n'avons pas de bulletin de salaire, mais nous avons des indemnités parlementaires. Et sur la fiche de nos indemnités, justement, nous avons les retenues. Et vous verrez que les retenues sur les impôts sont très, et je dis bien, très loin des montants qu'il a eu à avancer. La question de la fiscalité des députés n'a pas encore révélé tous ses secrets. Le communiqué de l'Assemblée nationale fait état d'une dette fiscale léguée par l'ancienne législature, une situation qui prouve que cette question ne date pas d'aujourd'hui. Kodindia et les explications du président de l'Assemblée nationale n'ont pas convaincu Ousmane Sonko. Il soutient que Moustapha Niasse reconnaît lui-même que la dette de l'hémicycle frôle les 140 millions de francs CFA. Par conséquent, il demande aux députés de présenter des excuses au peuple sénégalais. Ousmane Sonko faisait face à la presse cet après-midi. Ibrahim Fall était sur place. Paradoxe. Les députés ne payent pas d'impôts. Et pourtant, les pensionnaires de l'Assemblée nationale votent les lois et règlements qui gouvernent le pays. Le président des Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité persiste et signe. L'Assemblée nationale est une mauvaise élève fiscale. Le premier point, c'est qu'il y a une incohérence totale entre le montant des prélèvements qu'il dit opérer pour le compte de l'Assemblée nationale et le total des dépenses de personnel de l'Assemblée nationale. Vous ne pouvez pas avoir 8,6 milliards de dépenses personnelles, donc plus de la moitié du budget de l'Assemblée, et ne prélever des impôts qu'à hauteur de 120 millions. C'est ridicule. La seconde incohérence, c'est que M. Moustapha Niasse avoue, et l'aveu est la mère des preuves, qu'il y a eu infraction à la loi fiscale à l'Assemblée nationale, puisqu'il dit que l'ancienne législature avait laissé un passif fiscal de 120 millions et que leur législature reste devoir encore 140 millions. La réplique ne s'est pas fait attendre. Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar nie en bloc toutes ces accusations, demandant même 6 mois de prison pour le président des PASTEF. Ce dernier considère cette sortie comme une diversion. Lui-même, il avoue qu'au jour d'aujourd'hui, ils doivent encore 140 millions. Il y a d'autres incohérences dans ces déclarations. Il dit qu'ils ont versé 174 millions depuis qu'ils sont là. Si vous enlevez le passif, puisqu'il a invoqué le principe de la continuité de l'État, et que le passif qu'ils ont trouvé ici, ils ont soldé ça, si vous enlevez ce passif, les 120 millions, des 174 millions, ça veut dire que leur législature, qui est là depuis 4 ans, n'a reversé que 54 millions sur 460 qu'ils devaient. Donc ça veut dire qu'il y a pratiquement 406 millions qui sont encore dans le vent, et ce qui est différent des 140 millions qu'il avance lui. Le président de l'Assemblée nationale est incohérent dans sa démarche, selon Ousmane Sonko. Ce dernier soutient en outre que les intimidations ne lui feront pas reculer. Selon lui, l'institution excelle dans l'incivisme fiscal, ce qui constitue à ses yeux une aberration. Je vous l'annonçais en début d'édition, l'État du Sénégal n'a jamais adressé une correspondance à Facebook pour récupérer les données personnelles des utilisateurs sénégalais. Selon le directeur général de l'Agence de l'informatique de l'État, aucun gouvernement n'est en mesure de pouvoir exiger ce fait. Cette plateforme appartient à des privés. Pour plus de détails, suivons ces explications au micro de Mansour Sow. Maintenant, s'il s'agit de Facebook, effectivement, c'est une plateforme qui est aujourd'hui hébergée au niveau des États-Unis. C'est une plateforme qui est gérée aujourd'hui par une compagnie américaine. Le Sénégal n'a aucun moyen pour aujourd'hui disposer de ces données, parce que la loi américaine ne le permet pas. Même le gouvernement américain, s'il voulait avoir ces données-là, ils ne peuvent pas. Donc, c'est pour vous dire que effectivement, c'est des nouveaux concepts, c'est des nouvelles, en tout cas, c'est des nouveaux paradigmes. Et le citoyen aussi qui va dans ces plateformes-là doit agir en toute connaissance de cause. Ces données-là appartiennent à ces compagnies. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse n'importe quoi sur ces plateformes. Et le Sénégal n'a jamais demandé d'avoir les données des Sénégalais qui sont sur Facebook.
Autre point évoqué dans les titres, le mouvement d'humeur des journalistes licenciés de Nouvel Horizon. Ils ont tenu ce matin un sit-in devant les locaux de cet organe de presse. Les professionnels traitent le directeur de l'hebdomadaire, Abdoulaye Bamba Diallo, de hors-la-loi et d'agresseur. Selon eux, leur ex-patron les a renvoyés pour des motifs non justifiés. Ces journalistes réclament justice, soutenus par le SYNPICS et d'autres mouvements. Gadiaga Diop John, délégué du personnel et secrétaire général de la section locale du SYNPICS, révèle que d'autres actions seront menées dans les jours à venir. Les précisions de Aïssatou Diop Tall. Des travailleurs qui revendiquent leur droit, un acte de défiance pour certains dirigeants. Pour ces employés du Nouvel Horizon, ceci reste un droit. Ils se disent victimes d'un licenciement abusif suite à un dépôt d'une liste de revendications auprès de l'inspection du travail. Parce que tout simplement, ils ont osé porter des revendications qui dataient de 4 ans à l'inspection du travail pour avoir une médiation. On avait demandé que l'achat des machines qu'il n'a pas achetées depuis 2005, le reclassement d'un journaliste, un jeune reporter, un jeune journaliste qui s'est battu pour avoir son master en communication et journalisme. Il a refusé de le reclasser. Gadiaga Diop John et ses camarades ne sont pas seuls dans ce combat. Le SYNPICS, de même que le mouvement M23, les accompagne, ce dans le but de dire stop au mauvais traitement des journalistes. Il n'est pas normal que l'inspection du travail décide et que ces décisions soient foulées aux pieds sous prétexte que nous sommes des intouchables, nous sommes des patrons. C'est parce qu'aujourd'hui ce pouvoir ne fait rien pour protéger les travailleurs de la presse que ces patrons-là se prévalent d'une certaine impunité. Je crois qu'il faut que ces situations-là cessent. Et je me profite de l'occasion pour lancer encore un appel à tous les professionnels pour qu'ils se mobilisent. Au vu du soutien moral apporté par leurs confrères, les journalistes du Nouvel Horizon ne comptent en aucun cas baisser les bras. Le combat va continuer jusqu'à obtention gain de cause. Nous avons entamé des actions en justice. Nous ne comptons pas s'en arrêter là. Nous sommes de concert avec d'autres organisations syndicales qui vont être autour du SYNPICS. Nous allons joindre nos forces pour porter ce combat qui est un combat de justice et de liberté. Après ce sit-in devant les locaux du Nouvel Horizon, on a tenté d'entrer en contact avec le directeur général de cet organe de presse, mais nos tentatives sont restées vaines. Selon lui, ses ex-employés sont dans leurs droits. Aïssatou Diop Tall, en voilà d'autres qui ne sont pas contents. Il s'agit des copropriétaires du centre commercial 4C. Après avoir saisi la justice, ils ont tenu à prendre l'opinion à témoin. La société Corfitex leur doit une importante somme d'argent selon eux. Elle a hypothéqué à près de 900 milliards de francs CFA le centre commercial en vue de le transformer plutôt en bureau. Fort de ce constat, ces commerçants demandent que la vente des magasins soit annulée et que l'argent qu'ils ont investi leur soit restitué. Ils ont fait face à la presse ce mardi. Adiara Sissé était sur place. Ils sont près de 150 personnes à courir derrière Corfitex qui, suite au montant des hypothèques de l'immeuble 4C qui s'élève à 900 millions et sa transformation en bureau, compromettent la chance de ces commerçants de recevoir des titres de propriété. Ces derniers demandent que la vente de magasins soit annulée et la restitution de la somme qu'ils ont versée. Des magasins que nous avons achetés depuis plus de 10 ans, que nous n'arrivons toujours pas à avoir les titres de propriété et le bien est hypothéqué à hauteur de plus de 9 milliards, ce qui compromet nos chances de recouvrer nos biens au cas où les bailleurs s'avisaient de vendre le bien. Malgré le fait que sur le plan juridique, ils ont reçu 20 millions suite à la condamnation de Corfitex pour occupation illégale du parking, qui est une propriété commune, la situation a eu des impacts négatifs sur leur vie. Nous avons entamé plusieurs actions judiciaires. Il y a une action qui a abouti à la condamnation de la société Corfitex. Il y a certains d'entre nous qui vivent une situation déplorable parce qu'ils ont tout investi, parce qu'ils y croyaient. Certains sont rentrés des États-Unis ou d'ailleurs, pensant que là, c'est l'endroit où ils pourraient exercer une activité économique et pouvoir vivre tranquillement après le long séjour dans les pays européens ou asiatiques. Et malheureusement, cet espoir est déçu et certains ont tout perdu dans cette affaire. Il déplore également le comportement de la mairie de Dakar, actionnaire à hauteur de 3 milliards, qui brille par son silence, jugé troublant. La mairie qui est actionnaire à hauteur de 9 milliards dans ce centre commercial.
Et nous sommes en train de nous battre. Nous, nos investissements, c'est entre 24 millions et 80 millions individuellement. En rapport avec 3 milliards que la mairie a investi, si nous nous battons, nous sommes un peu étonnés et même surpris de constater que la mairie n'a pas l'envie ou en tout cas la détermination que nous avons. Face à des promoteurs, selon eux, puissants et disposant de moyens très importants et un réseau relationnel développé, ces commerçants, comme propriétaires du centre commercial Les 4C, reposent leur espoir sur la justice pour obtenir gain de cause. Éducation à présent, une nouvelle équipe de coordination à la tête du grand cadre des syndicats d'enseignants. Le coordonnateur sortant, Abdou Fati, cède la place à Souleymane Diallo. Le face-à-face avec la presse a permis au gouvernement, au regroupement plutôt syndicat, de revenir sur les motifs qui ont valu la suspension de leur mot d'ordre de grève selon l'organisation. La démarche témoigne de leur volonté de participer à sauver le système éducatif. Voici Souleymane Diallo, le nouveau coordonnateur du grand cadre, au micro d'Elhadj Moussa Beye. Nous sommes des syndicalistes responsables. Souci à la fois des préoccupations des enseignants, certes, dont nous portons les préoccupations, mais également de l'intérêt général. Même si nous ne sommes pas totalement satisfaits, nous avons jugé utile de suspendre, sur la base aussi d'engagement du gouvernement, suite au message à la nation de M. le Président de la République qui a décliné certains axes. C'est la parole du Président que le gouvernement doit mettre en œuvre devant l'opinion, devant les Sénégalais. Donc il n'est pas question que le gouvernement ne respecte pas ses engagements. Donc s'ils rompt le pacte de confiance, libre aux organisations syndicales de prendre toute décision qui leur permettra de contraindre le gouvernement à respecter ses engagements. Le gouvernement doit aller dans le sens de l'application de ce que les Sénégalais ont déjà dit et non de reprendre encore une concertation. Ce serait vraiment donc du recevoir et c'est une perte de temps. Voilà. Mais par principe, je dis bien, nous sommes ouverts à tout dialogue et à toute concertation. Nous changeons de registre. La plateforme de télédemande d'autorisation de construire, Télédac, vise la dématérialisation de procédures administratives pour l'obtention d'un permis de construire. Cette plateforme permettra de rationaliser les ressources dans le traitement des dossiers. L'Agence de l'informatique de l'État a organisé ce mardi à l'intention des journalistes une session de renforcement de capacité et d'information sur la Télédac. Objectif, permettre à ces professionnels des médias de donner la bonne information dans ce domaine. Mansour Sow nous en dit un peu plus. Le 31 mars 2014, que l'État du Sénégal, par le biais de l'ADIE, avait lancé Télédac, une plateforme de dématérialisation des procédures pour l'obtention d'un permis de construire. En 40 jours, le demandeur tient son sésame. Une innovation de taille vu le gain de temps. L'autorisation de construire, c'est vraiment un acte qui est un acte dont tout le monde a besoin, aussi bien les promoteurs, que les privés, que le citoyen ordinaire. Tout le monde a besoin de l'autorisation de construire, y compris d'ailleurs vous-même et nous-mêmes. Voilà, donc je pense que la dématérialisation des procédures administratives de façon générale et de celle de l'autorisation de construire de façon particulière, elle est nécessaire d'ailleurs et indispensable pour améliorer le climat des affaires. Cette session de renforcement de capacité destinée aux professionnels des médias, en particulier les journalistes spécialisés en TIC. La rencontre semble donc venir à point nommé. Nous comptons sur le réseau des journalistes parce que l'enjeu de la dématérialisation, le premier enjeu, c'est cet accompagnement que nous devons faire au niveau des administrations en premier lieu, mais aussi et surtout pour que ça réussisse, il faut que les populations soient sensibilisées. Et pour nous, les meilleurs relais, c'est les journalistes. Ils seront en mesure de mieux traiter des questions relatives à la dématérialisation parce que cet atelier participe au renforcement des capacités des journalistes du réseau TIC. J'espère que c'est une première, mais il y aura d'autres occasions, d'autres cadres qui vont nous mobiliser, qui vont permettre à ces journalistes-là davantage de se former davantage aux questions relatives à la dématérialisation, notamment à la Télédac.
Avec l'acte 3 de la décentralisation, Télédac va être ouverte aux autres régions du Sénégal. À l'heure actuelle, cette innovation dans la dématérialisation des procédures administratives ne concerne que le département de Dakar, Guédiawaye, Pikine et Rufisque. Un mot de santé dans ce journal. Le Sénégal a célébré ce lundi la journée mondiale de la fistule obstétricale, une maladie qui se guérit. Notre reporter a rencontré Aïda, une dame qui a été opérée à 2 reprises et aujourd'hui elle s'est complètement remise de ce mal. Elle arrive même à gérer ses activités pour subvenir à ses besoins. Toutefois, elle rencontre des difficultés pour financer son traitement. Aïda lance un appel aux bonnes volontés afin qu'ils lui viennent en aide. On voit ça avec Fatou Bintou Diagne. Cette bonne dame est guérie de la fistule obstétricale. Elle a été opérée 2 fois. La première n'a pas été réussie. Aïda n'a pas été stigmatisée et a bénéficié du soutien des membres de sa famille. Elle n'a pas ressenti la douleur d'un double handicap. C'est déjà dur d'avoir 2 handicaps, physiques et la maladie. Mais j'ai pas carrément ressenti cette douleur car ma famille m'a beaucoup soutenue. Personne ne m'a isolée, j'avais également un mari. Mais actuellement, on a divorcé. Elle a bénéficié d'une prise en charge sociale mise sur pied par le biais d'un centre dénommé Diwanou Taoufir. Elle a été subventionnée pour gérer ses activités génératrices de revenus. J'ai reçu une bonne formation. On nous a financé à hauteur de 500 000 francs, mais c'était organisé. On nous a ouvert des comptes et on a versé la moitié pour le démarrage de nos activités. Les médicaments pour traiter la fistule coûtent cher. Aïda lance un appel aux bonnes volontés. Nos médicaments coûtent cher car certaines d'entre nous utilisent des couches et elles coûtent 700 francs l'unité. Et on doit en prendre 3 au minimum par jour. Sinon, quand tu optes pour prendre un, tu seras obligé de ne pas boire et la maladie ne rime pas avec manque d'eau. On dépense près de 50 000 francs. 5-6 jours, donc appareil 45 000, moins de 50 000. La fistule obstétricale est souvent le résultat d'un accouchement difficile. C'est un trou anormal entre le sexe et la vessie et ou le rectum. Et pour pallier ce problème, une plateforme est mise sur pied. Elle est une symbiose des différents acteurs pour lutter efficacement contre la maladie. Belle moisson pour la section opérationnelle de l'OCRTIS, l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants. Ils ont saisi ce lundi 300 kg de chanvre indien, variété marron, entre Guédiawaye et le quartier Apexi de Yoff. 3 personnes ont été interpellées. Elles avaient par devers elles une arme à feu appartenant aux forces de sécurité et de défense. Plus de détails avec Mansour Sow. C'est après moult filatures que l'OCRTIS, l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants, a mis la main sur le grappin. 300 kg de chanvre indien marron. Une quantité saisie dans la journée du 23 mai entre Guédiawaye et Yoff Apexi. Nos équipes ont eu à interpeller à Guédiawaye un individu avec 7 blocs de chanvre indien de la variété marron, d'une quantité de 14 kg. À la suite, les investigations ont été poursuivies, ce qui nous a amené à Yoff, Apexi 1. Sur les lieux, à la suite d'une sourcilière, nous avons pu interpeller un autre individu avec un poids de 300 kg de chanvre indien de la même variété. Outre ces 300 kg de l'herbe qui tue, la section opérationnelle de l'OCRTIS a saisi une arme à feu semi-automatique MAC 50 calibre 9 mm, en plus d'autres armes blanches. Pour la spécificité de l'arme à feu, c'est une arme semi-automatique MAC 50 calibre 9. C'est une arme qui est principalement, pour ne pas dire uniquement, utilisée soit par les forces de défense, soit par les forces de sécurité. Dans sa mission de répression du trafic illicite des stupéfiants, l'OCRTIS a aujourd'hui plus que jamais besoin
de la collaboration de la population. Je lance un appel aux populations de dénoncer tout fait ou activité tournant autour de la détention et du trafic de chanvre indien. Ça participe également à la sécurité du pays. La traque se poursuit et elle va se poursuivre chez ceux qui veulent faire de notre pays une plaque tournante du trafic de stupéfiants, selon le chef de la section opérationnelle de l'ORCTIS. Cette saisie donne ainsi le ton à la semaine nationale de lutte contre la drogue, prévue ce vendredi. Et nous parlons de tout à fait autre chose. Le rond-point de la RTS porte désormais le nom de Doudou Ndiaye Coumba Rose. La mairie de la Médina ambitionne de rebaptiser les avenues et leur donner le nom des figures marquantes de l'histoire de ce pays. Bon nombre de Dakarois saluent cette initiative. Ils indiquent que le Sénégal a suffisamment de figures emblématiques qui méritent un tel hommage. Aya Antadjan a fait un tour du côté du Triangle Sud, suivant son reportage. L'indépendance en 1960, mais la majeure partie des boulevards et avenues du Sénégal portent le nom du petit-fils de Molière. Ce que les autorités essaient de songer à l'image du maire de la Médina Bamba Fall, qui a rebaptisé le rond-point RTS pour lui donner le nom de place Doudou Ndiaye Coumba Rose. C'est une bonne chose, parce que ça permet à nos enfants de connaître davantage ces figures contemporaines, historiques aussi.